2, 1. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité pour cette interview exclusive est le président du Sénégal. C'est aussi le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Marc. Avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Christophe. Monsieur le Président, le 3 juin, vous avez rencontré le président russe, Vladimir Poutine, à Sotchi, afin de plaider en faveur de corridors alimentaires pour l'exportation du blé, des céréales, des engrais. La question qui se pose, c'est en effet celle de la crainte de famine, de crise alimentaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources d'approvisionnement possibles? Et est-ce que le secrétaire général de l'ONU, quand il parle d'un ouragan de famine, ne dramatise pas la situation? Alors, je voudrais dire que lorsque je me suis rendu à Sotchi, au nom de l'Afrique, c'est parce que nous vivons déjà cette pénurie des céréales sur le continent. Nous vivons aussi cette pénurie des engrais. Et vous savez que l'agriculture africaine est une agriculture peu productive du fait justement de la faible utilisation de l'engrais. Nous sommes en moyenne à 17 kg par hectare, au moment où en Europe on est à 100 kg d'engrais par hectare. Donc déjà, on avait une agriculture peu productive. Aujourd'hui, l'engrais, le prix est multiplié par 3 en Afrique. Nous disons donc qu'il fallait, quand j'ai été voir le président Poutine, je lui ai dit, j'avais 3 messages au nom de l'Afrique. Le premier message, c'est qu'il fallait tout faire pour aider à libérer les céréales d'Ukraine, à partir de la mer Noire par le port d'Odessa. Et que les gens souhaitent que la Russie ne crée pas de difficultés pour cette exportation. La deuxième demande, c'est que nous voulons également accéder aux céréales russes et surtout aux engrais. Donc tout ce qui est ammoniac, tout ce qui est également potasse ou urée. Et ce sont des éléments importants qui étaient achetés en Russie et aussi en Ukraine, surtout pour le blé. Et troisième demande, c'est que nous souhaitons la fin de la guerre, nous souhaitons une désescalade. Et pour cela, nous demandons d'engager des discussions avec l'Ukraine et avec les autres parties qui sont aussi parties prenantes aujourd'hui de ce conflit. Alors justement, Donc le secrétaire général n'exagère pas, c'est vraiment une réalité. Si les semences, si les engrais n'arrivent pas, alors que c'est l'hivernage dans la plupart des pays africains, ça veut dire qu'il n'y aura pas de récolte. Déjà, il y a des difficultés d'approvisionnement avec le blé. Et si en plus les céréales locales ne sont même pas produites, oui, on sera dans une situation de famine très sérieuse qui pourrait déstabiliser le continent. Alors justement, à l'issue de cette rencontre, il y avait aussi le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Vous avez dit « je suis rassuré ». Mais pour le moment, il n'y a aucune solution viable, ni par la mer Noire, ni par d'autres routes. Est-ce qu'une semaine après, vous n'avez pas l'impression que vous avez été trop optimiste? Non, pas du tout. Je suis rassuré, je demeure optimiste. Et je suis d'autant plus rassuré que ce qu'il m'a dit devant Moussa Faki, son ministre des Affaires étrangères l'a rappelé avant-hier à Istanbul. La Russie s'engage, si le déminage des eaux du port d'Odessa est assuré, elle s'engage, si les conditions de contrôle des bateaux sont faites, qu'elle ne posera aucun acte pour la sortie du blé ukrainien. Il s'est même engagé en disant que si l'Ukraine veut utiliser d'autres ports, comme Mariupol ou d'autres, elle pouvait assurer les corridors de sécurité. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas d'éléments me permettant de contredire cela. Alors, je pense qu'il faut maintenant travailler à ce que vraiment le déminage soit fait, que l'ONU s'implique, et toutes les parties prenantes, pour qu'on démarre à sortir le blé ukrainien. Alors, Vladimir Poutine vous dit être prêt, en effet, à laisser sortir, comme vous dites, les céréales et les engrais d'Ukraine, mais à une condition, que les Occidentaux lèvent les sanctions contre la Russie. Non, non, pas du tout. Ça, ce n'est pas conditionné aux sanctions contre la Russie. Mais il vous l'a demandé, quand même. Oui, non, ça c'est pour les produits russes. Mais pour les produits ukrainiens, il dit si le port est déminé et qu'il s'agit du transport de céréales, pas d'armes, évidemment, la Russie ne posera aucun acte. Je lui ai même dit, les Ukrainiens disent que s'ils déminent, vous rentrez dans le port. Donc, il dit non, il ne va pas rentrer. Et ça, c'est un engagement qu'il a pris. Je pense que son ministre l'a répété. Donc, pour l'exportation des graines par la mer Noire, c'est une possibilité.
par d'autres moyens, plus difficiles peut-être, mais il y a encore par le Danube ou par d'autres solutions. Mais est-ce que le président russe n'a pas demandé quand même une levée, au moins partielle, des sanctions contre la Russie? Est-ce que vous allez demander à Emmanuel Macron, que vous allez voir ce vendredi, à d'autres leaders occidentaux? Tout à fait. Absolument, non. Sur l'accès aux produits russes, nous sommes, nous, confrontés, nous, Africains, à la difficulté générée par les sanctions sur le système de paiement SWIFT. À partir du moment où nos banques sont liées aux banques européennes, pour la plupart, elles ne peuvent pas payer comme elles le faisaient traditionnellement. Alors que quand il s'agit de Chinois ou d'autres pays, la Russie continue à commercer, même avec les États-Unis sur les engrais, même avec l'Europe sur le gaz. Mais nous, on ne peut pas du fait du système de paiement. Donc c'est pourquoi je dis, on n'accuse pas l'Europe d'avoir mis des sanctions sur les céréales, mais les sanctions sur le SWIFT et sur certains oligarques qui sont des producteurs de céréales et des producteurs d'engrais font que les banques ne veulent pas travailler avec eux. Et du coup, on a d'une part la guerre qui a créé cette situation et d'autre part les effets des sanctions qui font que de toutes les façons, on a des difficultés d'approvisionnement. Il nous faut simplement, avec nos partenaires européens, trouver un moyen, en tout cas, de lever cette difficulté pour réguler le marché et assurer un approvisionnement correct en céréales, mais surtout, encore une fois, en fertilisants. Pendant cette rencontre de Sotchi, vous avez rappelé à votre homologue russe que la majorité des pays africains, dont le Sénégal, avaient évité de condamner la Russie aux Nations Unies. Vous avez même ajouté, malgré d'énormes pressions, on imagine peut-être Emmanuel Macron dans la coulisse. Ça, c'est vous qui l'imaginez. Non, Emmanuel Macron n'a posé aucune pression, en tout cas sur le Sénégal. Je le dis très, très honnêtement. Est-ce que vous ne craignez pas, Monsieur le Président, d'apparaître peut-être comme le complice d'un pays qui a attaqué son voisin et qui est accusé de crimes de guerre et de chantage alimentaire? Et qu'est-ce qui ferait de moi un complice? D'avoir été en Russie ou d'avoir parlé? Non, de n'avoir pas voté? Ce vote à l'ONU. Mais ce vote, en quoi il fait de moi un complice? Cette abstention, plus exactement. L'abstention, c'est un vote. Ça veut dire que je ne vote ni pour ni contre. C'est une position. Dans un vote, vous avez oui, non ou abstention. Il ne faut pas aller vite en besogne sur les intentions de vote, sur les positions de vote des États. Nous avons des opinions également dont il faut tenir compte. Et sur la Russie, par exemple, au Conseil des droits de l'homme, nous avons voté oui pour la création d'une commission d'enquête. À Genève. Oui. Donc, parfois, ça dépend du vote. Il y a des votes où nous votons oui, si ça nous paraît conséquent et cohérent. Quand ça ne nous paraît pas cohérent ou quand nous ne voulons pas prendre position, nous nous abstenons. Donc, ça n'a rien à voir avec un alignement en faveur de la Russie ou pas. Alors, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on peut vous demander, d'un point de vue moral peut-être, est-ce que pour vous, dans cette guerre, il y a un agresseur et un agressé? Si vous regardez mes tweets 2 jours après l'intervention russe, je vous entendre. Non, je l'ai fait, donc c'est public. Ce que je dis là, c'est public. J'ai fait un communiqué avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, un communiqué conjoint pour condamner l'intervention et exiger le respect de la souveraineté de l'Ukraine. Cela ne veut pas dire que je ne dois pas parler à la Russie lorsque je considère que le marché est bloqué parce que, d'une part, un des grands fournisseurs qui est l'Ukraine n'arrive plus à exporter. C'est mon devoir et le devoir des Africains de sensibiliser le président Poutine sur ce fait, de lui demander d'agir de concert avec les Nations Unies pour que cette contrainte soit levée. C'est aussi notre devoir d'attirer l'attention de ceux qui ont posé les sanctions, qu'il y a des conséquences de ces sanctions qui réellement ne nous permettent pas aujourd'hui d'accéder aux approvisionnements sur des produits essentiels comme les céréales et les engrais. Alors, à votre retour de Sotchi, vous avez dit le week-end dernier à Accra que vous alliez aller à Kiev pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky. On sait que ça devait se faire il y a un moment, ça ne s'est pas fait. Est-ce que vous êtes toujours le bienvenu à Kiev, Monsieur le Président? D'abord, je n'ai jamais été invité à Kiev. Donc, vous avez indiqué votre volonté d'y aller. Oui, moi j'ai la volonté parce que je voulais me mettre dans une position aussi de neutralité. Mais l'Ukraine nous a demandé de communiquer avec l'Union africaine. J'ai transmis cette demande du président Zelensky. Le bureau élargi de l'Union africaine a accepté cette demande, tout comme elle m'a chargé d'aller voir le président Poutine pour donner les positions de l'Afrique et réclamer ce que je viens de dire. Donc,
nous allons organiser le plus rapidement possible cet entretien entre le président Zelensky et les leaders africains. Et après ça, s'il s'avère qu'il nous invite, nous irons à Kiev avec plaisir, comme je l'ai fait pour Sochi. Au Sénégal, Monsieur le Président, l'opposition Yewwi Askanoui a manifesté pacifiquement hier dans les rues de Dakar, mais a menacé de tout faire pour empêcher la tenue des législatives du 31 juillet si ses leaders, et notamment Ousmane Sonko, sont exclus du scrutin. Alors, si une solution n'est pas trouvée pour la liste nationale de l'opposition qui est actuellement invalidée, est-ce que vous ne craignez pas un embrasement de la rue comme cela s'est passé à Dakar en mars 2021 ? Il faut éviter de prendre mars 2021 comme une référence absolue. L'élection législative est organisée par un code électoral et un système électoral qui existe au Sénégal, qui fait la fierté du Sénégal. Si on est un pays stable, justement, ce n'est pas le fait d'un hasard. Ce n'est pas la première fois qu'on organise des élections. Nous avons un système électoral qui est le produit de concertation, de consolidation, dont le dernier est ce code qui vient d'être enregistré, qui a fait l'objet de discussions pendant 16 mois et qui a abouti à ce qui a permis d'aller vers cette élection législative. Mais nous avons un code avec ses exigences. Par exemple, la loi sur la parité, le Sénégal ne peut pas revenir en arrière. Une liste qui n'est pas paritaire, elle n'est pas recevable. Un point, un trait. Ça, c'est la loi. Si vous faites une liste qui ne respecte pas ce que dit la loi, elle est éliminée. Elle est éliminée, tout simplement. Nous, on nous a éliminé notre liste de suppléants nationaux parce que simplement, il y a eu une erreur de juxtaposition. Elle était paritaire. Mais c'est la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Maintenant, les menaces sur la non-organisation des élections, ça, c'est devant nous. De toute façon, le pays va faire ses élections. Il va faire ses élections. Le Conseil constitutionnel a décidé. Et nous nous sommes soumis. Il y a 15 jours, la liste Yewwi de Dakar n'était pas recevable. Et le Conseil a fait une interprétation et a dit qu'il faut que le ministre de l'Intérieur les accepte. Le ministre s'est incliné, il a reçu les corrections. Et aujourd'hui, leur liste à Dakar, elle va compétir parce que c'est la décision qui s'impose à tout le monde. Alors pourquoi, lorsqu'il s'agit de l'opposition, quand il y a une décision qui est défavorable, on va appeler à la fin du monde? Ce n'est pas comme ça qu'on respecte la démocratie. Oui, mais il peut y avoir des blocages. Oui, mais s'il y a des blocages, s'il y a des difficultés, elles se géreront conformément aux lois et règlements du pays. Monsieur le Président, au Mali, la junte a décrété lundi dernier que la transition durerait 24 mois. Est-ce que ce n'est pas un affront à tous les chefs d'État de la CEDEAO, je vous vois sourire, oui, qui s'étaient réunis 2 jours avant à Accra pour tenter de trouver un compromis? Est-ce que finalement les militaires à Bamako ne se moquent pas de vous et ne vous mènent pas en bateau? Je ne pense pas qu'ils se moquent de nous. Bon, il y a des maladresses peut-être. Il y a aussi... C'est pas une maladresse, c'est un acte fort quand on dit 24 mois. La vérité, c'est que le médiateur a bien soumis ce projet à la conférence des chefs d'État. Projet de 24 mois, mais à compter du mois de mars 2021, avec des conditionnalités qui ont été posées. Et la conférence s'est saisie, on a discuté, une longue discussion, et finalement on a dit on ne va pas prendre une décision maintenant, on demande au médiateur, nous prenons acte de cette proposition, prenons acte, et nous demandons qu'il mette à profit le mois à venir pour remplir la feuille de route, qu'on ait très précisément les différents engagements et les échéances. En ce moment, le 3 juillet, nous pourrons valablement délibérer sur la levée ou pas des sanctions. Un compromis est encore possible. Donc. Oui, donc c'est ça. Évidemment, c'était maladroit après ça qu'ils publient, mais c'était le produit de leur accord avec le médiateur. C'est ça la vérité. Maintenant, on verra d'ici juillet si les conditions seront réunies pour que la CEDEAO lève les sanctions qui, quand même, impactent difficilement les populations maliennes. Dernière question, Monsieur le Président, car le temps tourne. En Guinée, les militaires vont plus loin, puisqu'eux, ils veulent une transition de 3 ans, 36 mois. Des sanctions de la CEDEAO avaient été prévues en mars, puis encore le week-end dernier. Au final, il n'y a rien. Est-ce que ça veut dire que les militaires de Conakry n'ont rien à craindre de ce côté-là? Je crois qu'on le voit bien que pour Conakry, la transition considère que Conakry
ayant un accès maritime, ayant sa propre monnaie, peut-être serait plus résiliente face aux sanctions de la CEDEAO. Mais je dis simplement qu'aucun de nos pays n'a intérêt à s'éloigner de son voisinage immédiat et de sa communauté. Mais il est clair qu'il nous faut revoir le système tel qu'il fonctionne, puisque la difficulté de la CEDEAO, la difficulté de l'Union africaine, c'est que, je ne dirais pas l'ingérence, mais l'entrée en force de pays qui disposent de capacités de neutralisation du travail du Conseil de sécurité à travers le veto, fait que ces pays, considérant qu'ils ont le soutien de ces puissances, eh bien, refusent de suivre ce que la CEDEAO leur dicte. Par le passé, on intervenait militairement. Si la CEDEAO continuait à le faire, peut-être qu'on n'en serait pas là. C'est une décision extrême. Elle n'est pas souhaitable. Mais si nous devons être impuissants devant des pays qui foulent aux pieds les règles communes, alors il y a problème. Mais ça, ce n'est pas le propre de l'Afrique. C'est aussi la même difficulté qu'a le Conseil de sécurité sur nombre de crises dans le monde. Et c'est ce que nous dénonçons aussi aujourd'hui, la nécessité de réformer le système onusien, y compris la composition du Conseil de sécurité tel qu'il est constitué. Parce qu'en réalité, les gens se neutralisent et on ne peut pas avancer, on ne peut pas apporter des réponses concrètes aux situations concrètes de nos pays. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cette interview. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, France 24 et Radio France Internationale. Merci.